Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des webinaires de l'EduLab TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Céline Nicolas. Céline Nicolas qui est formatrice EduLab, mais qui est également coordinatrice de l'ASBL Codo Wallonie. Aujourd'hui, nous allons discuter programmation et peut-être même plus, vous allez découvrir quelques petites surprises que nous a concoctées Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Salut, Alors, bonjour. Merci Jonathan pour la je présentation. propose de te présenter, puis je reviens sur le sondage. Vas-y, je t'en prie. Écoutez, bonjour à tous. Comme l'a dit Jonathan, coordinatrice, formatrice et animatrice aussi à Codo Wallonie. On fait de l'éducation aux technologies, notamment au travers des sciences informatiques. Et aujourd'hui, oui, effectivement, je vais vous parler de programmation, mais un peu plus. Vous verrez bien durant cette heure et demie de webinaire. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que la présentation, je pense qu'elle est faite. Hein. Il n'y a pas besoin d'en dire trop. Et je vais vous proposer d'interagir. Et c'est là où ça devient important, c'est que je vais avoir besoin de vous parce que c'est pas moi qui travaille maintenant. Je vais déplacer un peu ma webcam. Et vous voyez ici, devant moi, des ingrédients pour faire une tartine. Donc, en fait, je viens de dîner, mais bon, j'ai besoin d'un petit dessert. Et sauf que moi, je suis un robot. Hein, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je suis un robot. Et j'ai besoin de votre aide avec des ordres, des instructions pour savoir ce que je dois faire pour me faire ma tartine. Donc, Alors, on vous propose d'inscrire dans le chat les instructions qui vont permettre à Céline de faire sa tartine. Est-ce qu'il y en a? Ah voilà, on a déjà une première instruction. Céline, ouvre la boîte. Je sais pas. Alors, Céline, elle ne sait pas ouvrir la boîte. Tu as ouvre le sachet. Alors, ouais, je vois un sachet, mais l'ouvrir, j'ai un problème. C'est compliqué. On voit que Céline est un robot un peu capricieux. Hein. Donc, ça se précise. Avance ta main droite. Voilà. Il y a beaucoup d'informations, donc je t'en donne quelques-unes hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, avance ta main droite, avance de 2 cases. Je ne sais pas si tu sais avancer de 2 cases ici, là, maintenant. Voilà l'équivalent. Enfin, voilà l'équivalent de 2 cases. Je suis contre la table. Alors, on te propose, si tu peux recommencer, on te propose d'avancer et de poser ta main sur le sachet. Voilà. Alors, on est déjà un peu plus loin. Hein. Donc, si on peut respecter déjà les 2 premières informations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent continuer dans le chat? N'appuie pas trop fort, propose Kevin. Information suivante. Ouais, allez. Prends le sachet avec les 2 mains et ouvre-le. Ouvre le sac. Retire la tartine. Il me semble que ça commence, hein. On attend la suite. Mange la tartine. Je ne sais pas si c'est le moment de la manger. Pose-la sur la table. Ah. Hey, on avance bien, hein. Alors, c'est pas un webinaire où on apprend à créer des sandwichs, ne vous tracassez pas, hein. Il y a un objectif caché là derrière. Alors, on te propose de déposer le sachet. On te demande si tu as une grande faim ou une petite faim. Une petite. Une petite faim. Prends le couteau. Voilà. Prends le pot avec les 2 mains et ouvre le couvercle en utilisant la main droite. Alors elle est gentille parce que l'ouvre. Hein. Elle aurait pu ne pas nécessairement l'ouvrir. On y reviendra par après. On continue. Donc on a ouvre le pot de chocolat, on est bon. Dépose le couvercle. Dépose le pot. Prends ton couteau, trempe ton couteau dans le choco. Ouais, mets le couteau dans le choco, on y est. Et la tartine. Je ne sais pas si tu peux déjà tartiner là maintenant. Non. Prends du choco. Tourne pour mettre du choco. Racle le choco. On voit qu'on a plein d'informations différentes. Vérifie qu'il y a bien du choco sur la lame du couteau. Sors le couteau. Soulève le couteau. Alors, il y a quelqu'un qui dit que le Quata, c'est son préféré. Alors, pose le couteau sur la tartine. Et étale sur la tartine.
Bon, je pense que c'est déjà pas trop mal, Céline, je sais pas ce que tu en penses. Il y en a qui proposent d'essayer Ouais, avec du ouais. Côte d'Or. Donc, je pense que notre public a un peu compris que tu savais faire des tartines au chocolat. Mais maintenant, peux-tu expliquer pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce petit exercice avant de se lancer dans autre chose, quoi. Hop, je reviens, je reviens. Et merci Alors, pour vous votre m'excusez, mais participation. hop, voilà. J'essaye de. Hop, Et bon voilà. appétit de la part de Nathan. Merci, merci. Alors, pourquoi on a fait ça? Et c'est là, je vais montrer le slide. Si tu veux On a déjà... bien Oui, je vais te mettre. le mettre tout de suite. Et je reverrai sur les sondages après, alors. Hop, Ouais. voilà. Ouais, tout le monde sait que j'aime bien le chocolat, du coup. Hop. On a déjà des gens dans Donc, le en chat qui fait, nous disent que c'était pour être précis dans les commandes, je te le dis, parce que toi, tu vois pas le chat. Donc, on ouais. a déjà des informations. Vas-y, on te laisse, Céline, on te laisse expliquer. Alors, en fait, effectivement, on a parlé de commandes, j'ai parlé d'instructions. Attendez 2 secondes parce que je me suis foutu du chocolat partout. Voilà. On a parlé de commandes, d'instructions. En fait, ce qu'on vient de faire de là, c'est de la pensée algorithmique et un peu de programmation. Vous m'avez donné des instructions pour que je puisse réaliser un programme qui était, en l'occurrence, me faire une tartine. Et donc, bon, là, c'est de la triche parce que je suis pas un vrai robot, mais en fait, on a travaillé des compétences d'informatique et des façons de voir en informatique grâce à un exercice déjà banal, hein, puisque normalement, a priori, faire ses tartines, on fait ça tous les matins pour ceux qui mangent des tartines, mais en plus de ça, avec des outils du quotidien aussi. Alors là, comme vous avez vu, je l'ai joué soft, on va dire, hein, puisque j'ai pas été trop loin dans les instructions. Normalement, si quand on me demande de prendre le couteau, je peux le prendre par la lame, je peux le prendre de la main droite, sauf que je suis gauchère, ce genre de choses. Donc on peut aller très très loin, ça peut durer très longtemps, et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un exercice qui peut commencer au maternel, début primaire, et on peut aller jusque vous, adultes, aujourd'hui présents. Tout ça pour dire quoi? C'est que quand on dit programmer, coder, ce sont des réalités différentes, ce sont des concepts différents, et que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est moins de code que de pensée algorithmique et de programmation. Alors, pourquoi parler de tout ça? Parce que ce sont des façons de travailler qui vont travailler des attitudes et des compétences transversales. Pour ceux et celles qui le font déjà un petit peu dans leur classe ou dans les clubs ou d'autres, en fait, on va travailler la pensée critique, on va travailler la collaboration. Ici, vous avez collaboré. On devait regarder les réponses des autres avant de donner la sienne. La créativité, vous allez le voir. La résolution de problèmes, mais aussi des compétences matières. On va travailler les maths, le français. Il faut savoir s'exprimer pour arriver à donner les bons ordres, avoir du vocabulaire pour dire mets le couteau sur la tartine, prends le choco. Si on me dit prends le bidule pour mettre sur le machin, ça ne fonctionnera pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est le bidule, je ne sais pas ce que c'est le machin. Donc, comme quoi, il y a un développement de toute une série de compétences, transversales ou non, autour de ces concepts. Et vous allez voir que ça peut être fun aussi. Et ici, le genre d'activité, tu le fais avec des élèves, donc c'est quelque chose qu'on peut faire à l'école. Et ça s'appelle des activités déconnectées. C'est ça, Céline, hein? C'est ça. Que tu Donc, encourages, on que va tu y revenir encourages. parce qu'on va parler effectivement d'activités déconnectées, mais effectivement, ce genre d'activité, je le fais en classe, je le fais en extrascolaire lors de stages, je le fais très régulièrement. Je sais que certains profs le font aussi. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert l'exercice de la tartine grâce à des cours d'université aux États-Unis. Alors, j'étais pas moi aux États-Unis, hein, c'est par Internet, hein, mais voilà. Et je sais qu'apparemment, pour la petite anecdote, la petite blague, à l'université de Namur, avant, je suppose qu'ils ne le font plus maintenant, cet exercice était comment servir la bière. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a des variantes qui peuvent être un peu plus originales, quoi. Alors C'est ça. Céline, Donc, il y a des variantes, effectivement.
Avant d'aller plus loin, je vais quand même revenir sur les sondages, donc que tu saches qui tu as en face de toi. Donc tu as une personne qui est instituteur Oui, maternel, tu en as 25 qui sont instituteurs primaires, tu as 16% de professeurs en secondaire, tu as des professeurs du supérieur, tu as des formateurs TIS, tu en as 11 parmi nous, tu as des coachs pour enfants, et tu en as qui sont des autres, qui l'ont proposé dans le chat, j'irai revoir par après, mais tu vois, on a un public très très varié. Et au niveau de la programmation, c'est très varié aussi. Il y en a 23% qui ont déjà programmé en tant que particulier, 19% en tant qu'enseignant. Il y en a 21% qui l'ont déjà fait avec leurs élèves, donc on a déjà des connaisseurs. Et pour 36% des personnes, c'est une totale découverte aujourd'hui. Donc vous voyez, vous êtes un public varié. On a essayé d'adapter un maximum notre présentation pour s'adapter à tous vos besoins et toutes vos réalités de terrain. ouais. Oui, Je a te rends la main. priori, on va pouvoir répondre donc, a priori, on va pouvoir répondre à toutes vos questions et on va pouvoir aller plus ou moins loin. Hein, donc, on va pas aller trop loin non plus. Donc, pour les plus aguerris, a priori, ce sera peut-être plus basique, mais ils vont peut-être découvrir des outils, je pense. Maintenant, tu as Alors, mis plein, je vous plein de explique un ressources petit et on va peu. les découvrir. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que je vais vous partager plein de ressources selon un format de parcours. Donc, initiation, perfectionnement, dépassement, avec à chaque fois 2 types d'informations. L'âge, alors l'âge que je présuppose, hein, enfin on est plusieurs à être passés derrière, donc on est plus ou moins tous d'accord. Et c'est des âges plus ou moins, hein, on est d'accord, ça peut être 8 ans au lieu de 7, voilà. Et trois autres catégories, les essentiels, les coups de cœur, d'autres idées. Alors, ça a été très compliqué de les réaliser parce que dans d'autres idées, il va y avoir des coups de cœur que je trouvais aussi, mais voilà. Mais les essentiels, a priori, c'est quand même vraiment des essentiels. C'est la base à savoir, selon moi, encore une fois. Et donc, vous allez voir qu'il y a des outils qu'on connaît tous très bien ou qu'on a déjà entendu, d'autres on a déjà entendu parler, et puis d'autres moins bien, voire pas du tout. Voilà, voilà. Alors, initiation, donc voilà, vous avez un petit topo de quelque chose dont on va parler. Alors, il faut savoir que dans chaque parcours, je vous propose deux ressources en plus. Le plus créatif est la partie déconnectée. Donc, à chaque fois, vous allez voir ça. Le plus créatif pour l'initiation, c'est le Meki Meki. Donc, c'est un petit outil, c'est une sorte de clavier virtuel que vous allez brancher en USB à un clavier normal, à un ordinateur. Et on va pouvoir aller rajouter des pinces crocodiles, hein, c'est ce qu'on voit là, pour aller mettre des boules d'aluminium, pour aller mettre de la plasticine et pouvoir utiliser en tant que clavier. On peut aller plus loin, on peut mettre de l'eau, on peut faire ça avec des escaliers. On a notre collègue Jessica Dejas qui fait ça dans sa classe avec un clavier géant. Donc, elle a créé un clavier sur une petite une bâche et elle a mis des grands trucs d'aluminium. Et donc, elle fait ça comme ça. Pourquoi ça va permettre de commencer à programmer? C'est parce qu'en fait, on peut le relier à un autre logiciel qu'on verra juste après dans la partie perfectionnement, qui va permettre de voir un petit peu ce qui se passe derrière, mais on peut juste jouer en fait. Donc on va pouvoir jouer avec le Meki Meki, on va pouvoir voir ce qui se passe derrière, mais on n'est pas obligé d'aller plus loin. Pour ce qui est de la partie déconnexion, on a ici Marie Duflo-Kremer, qui est une enseignante en France, qui a réalisé, qui a une playlist YouTube avec plein d'exercices qu'elle montre en déconnecté. Alors, elle vous montre des fois les situations, je veux dire, idéales, c'est-à-dire si on avait une belle classe, si on a de la place, ce qu'on aimerait bien avoir maintenant, hein, distanciation sociale, tout ça, tout ça. Il y a pas mal de choses. Mais c'est toutes des activités qu'en fait on sait faire très simplement et qu'on peut faire chez soi aussi. Là, par exemple, ce qu'elle vous montre, c'est le jeu du robot. La vidéo là, c'est le jeu du robot. Et le jeu du robot, en fait, on peut faire ça littéralement partout. Pour vous dire, moi, je donne ça dans des classes où il n'y a pas la place de passer tellement c'est petit et où il y a des sacs partout. Et malgré ça, on arrive quand même à faire ce jeu-là. Voilà. Est-ce que tu sais expliquer exactement ce que c'est que le jeu du robot pour notre public? Alors, ouais, le jeu du robot, on est deux. Alors, ça peut être papa-maman avec un enfant, ça peut être grand frère, grande sœur, ça peut être un copain, n'importe qui. Et on peut faire ça en live aussi, hein, on n'est pas obligé d'être en présentiel. Et il y a un programmeur et il y a un robot.
Le robot, n'oublions pas, il est bête. Il est à un endroit. Ça peut être dans une pièce, ça peut être n'importe où. Il est à un endroit, il est dans une position. Et le programmeur doit l'amener à un autre endroit. Et il doit lui donner les ordres. Alors, on peut donner les ordres en parlant, il peut donner les ordres en écrivant, on peut donner les ordres avec des pictogrammes. Voilà. Sauf que, il faut éviter forcément les obstacles, entre autres. Il faut pas se prendre un mur, il faut pas se prendre un banc, il faut pas se prendre le chien. Si on est assis, il faut dire à la personne de se lever, sinon il va avoir un souci. S'il y a une table, il faut lui dire de passer à côté ou passer en dessous. Donc, il faut trouver un code pour le faire. Et donc, programmer le robot. On a une question de Marc justement sur les activités déconnectées qui nous dit si un élève ne fait que des activités déconnectées, est-ce que ce serait comme apprendre à conduire sur une caisse en carton? Je ne sais pas si tu comprends l'analogie. Oui. Oui et non, ça dépend de vos objectifs forcément. Si l'objectif c'est de développer les repères spatiaux ou de développer la partie français, par exemple, travailler le français, et donc pas nécessairement développer la programmation, à ce moment-là, non, c'est très bien. Vous arrivez à vos objectifs. Si par contre, vous voulez vraiment avoir la programmation, et c'est là où on va arriver dans le slide juste après parle de ça, dans des logiciels qui vont permettre de mettre en pratique ça un petit peu mieux, enfin en tout cas de façon informatique, quoi. Voilà. Et donc, les activités déconnectées, oui, d'une certaine manière. Tu les proposes à quel moment de l'apprentissage? C'est toujours avant de voir un outil plus numérique ou tu conseilles d'en faire à plusieurs moments dans l'apprentissage ou... Donc les activités sans matériel numérique, à quel moment est-ce que tu les proposes dans une séquence, quoi? Alors moi, dans les séquences, c'est tout le temps au début parce que je vais... alors nous, on fait du parascolaire. Je fais pas vraiment du scolaire puisque c'est moi qui vais personne externe. Donc nous, quand on y va, on fait déconnecté, connecté, robotique. Donc c'est un tiers de chaque pour l'animation. Après, quand je suis plus en stage, donc plus dans une timeline qui serait plus logique par rapport à un enseignant, moi je fais du déconnecté presque tous les jours, avec des activités différentes. Évidemment, moi j'ai des âges en déconnecté, enfin en stage, je suis de 8 à 18 ans, hein, donc ça va très loin. Et donc oui, là je fais effectivement du déconnecté tous les jours, avec différents modes, hein, donc ça peut être des jeux comme ça peut être le jeu de la tartine, ça peut être de la cryptographie, on pourra en reparler après, ça peut être toute une série de choses qu'on va voir après. Oui, je vais te laisser continuer, mais j'annonce déjà à notre public qu'on aura 3 moments de démonstration. On va montrer 3 logiciels, programmes différents, en sachant que tu en proposes des dizaines. Hein. Donc, je te laisse continuer, Céline, avec plaisir. Merci. Alors, du coup, on va passer à un slide suivant. Voilà. Donc, on commence avec certains logiciels. Là, on en a 4 qui sont donc... alors, la petite étoile a disparu, mais c'est les essentiels, selon moi. Comme vous voyez, c'est avec plus ou moins des âges différents pour tous. Donc, on a code.org. Alors, je ne veux pas trop m'éterniser dessus puisque il y a des tutoriels que j'ai créés qui sont sur la chaîne YouTube, mais code.org, il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première chose, c'est que c'est l'heure du code. Donc, en gros, c'est un logiciel qui va permettre, enfin, c'est un logiciel, c'est une plateforme qui va permettre de faire 1 heure de code, plus ou moins, grâce à des blocs. Alors, on verra après le principe de bloc pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'idée, c'est d'imbriquer des instructions les unes en dessous des autres grâce à un mode puzzle. Et donc, on a 10 à 20 niveaux, suivant ce qu'on prend comme niveau. Donc, ça, c'est la partie heure du code qui a des thématiques différentes. Et puis, on a code.org, les cours, où là, on va aller beaucoup plus loin. Et donc, là, il y a des cours à partir de 3-4 ans. Et ça mêle déconnecté et connecté. On a Lightbot. Alors, Lightbot est présent aussi sur code.org. Hein, il y a des partenariats. Lightbot, c'est le même principe. On va donner des ordres à un petit robot pour qu'il éclaire des cases. C'est une application. Alors, c'est disponible aussi en navigateur, mais j'ai découvert que ça devient de plus en plus compliqué à utiliser. Donc, c'est du Flash.
Donc, Chrome ne fonctionne plus avec. J'ai testé sur Mozilla. Mozilla a l'air de pas fonctionner non plus. Donc, les navigateurs, ça devient compliqué. Mais sinon, c'est une application gratuite disponible pour tous. On a aussi Algobot. Alors, Algobot, c'est pour les plus grands. On est sur du 10-11 ans minimum. C'est un jeu vidéo. Donc, il faut des machines quand même qui tournent un tout petit peu. Hein. Si vous avez une vieille machine, je suis pas sûre que ça tourne. C'est gratuit en Wallonie puisque ça a été financé par l'agence du numérique, enfin par la région wallonne. Et là, c'est un jeu vidéo où le but, c'est d'emmener un robot faire toutes des instructions. Donc, même principe que les autres, hein, sauf que là, c'est sous forme de jeu vidéo. Et Swift Playground. Alors là, pour le coup, si Jonathan veut dire quelque chose de ça, puisqu'il a testé, je l'en prie. Mais moi, perso, je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas en parler. Alors, voilà. je peux en parler parce que j'utilise un peu en classe. Donc, moi aussi, je suis enseignant et j'utilise pas mal d'outils de codage avec mes élèves. Et Swift Playground permet de créer des parcours de codage qui sont bien guidés pour les enfants. La seule difficulté, c'est que le code est en anglais. Maintenant, les explications sont en français. Mais le gros avantage de Swift Playground, c'est que l'enfant peut visualiser directement ce qu'il fait avec des petites animations. Donc, il va pouvoir donner des consignes à un personnage qui va, par exemple, ramasser des diamants, sauter, etc. Et visuellement, c'est sympa pour les enfants. C'est ça qui les motive énormément, quoi. Mais on est dans du codage aussi sous forme d'écrit. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué que du codage sous forme de bloc, quoi. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Céline, tu m'as pris un peu dépourvu sur la. Vas-y. J'avais à te le dire. Vas-y. donc voilà, Swift Playground, effectivement, c'est de l'iOS, hein, c'est que Apple. Et donc, effectivement, si c'est pour ça que j'ai jamais pu tester. Parce que j'ai pas d'appareil Apple. En tout cas, pas de tablette ou de smartphone. Alors, désolé si vous entendez des bruits de fond, hein, je suis pas toute seule dans la pièce. Vous imaginez bien tout ça. Alors, on va passer maintenant au coup de cœur. Alors, encore une fois, c'est des coups de cœur, oui et non, puisque il y en a certains, je les ai pas testés. Par exemple, Codobot, c'est assez récent. Hein, c'est un jeu de société belge qui a été développé notamment par, si je ne me trompe pas, Lumons, entre autres, et par une boîte aussi, enfin par une entreprise. Mais j'aimais bien ce jeu tout simplement parce que c'est un jeu de société. Et donc, on apprend des concepts de programmation via un jeu de société. Alors, il en existe plein d'autres, hein, des jeux de société. Il y en a un qui a été fait par Canopé, et je ne retombe plus sur le nom. Il y a aussi un jeu de société, c'est Datagram, qui travaille sur tout ce qui est données. Et là, c'est un truc où vous pouvez télécharger tout le matériel en ligne et le faire vous-même. C'est assez génial. Alors, deux autres, Runmarco. Runmarco, ça s'adressait aux plus petits, alors pas trop petits non plus. Même principe que les autres. On doit mettre des blocs les uns en dessous des autres pour faire bouger. Alors, soit Marco, soit la petite fille, je ne sais plus son nom non plus, pour atteindre, enfin pour avancer dans une jungle ou dans un désert. C'est assez sympa. C'est une application et aussi un logiciel sur navigateur. Et alors, nous avons Penduel. Donc là, c'est un jeu en ligne via le navigateur qui est gratuit. Hein. Donc, tout ce que je vous parle là, c'est gratuit. Hein. Il y a rien de payant, sauf Algobot si vous n'êtes pas wallon. C'est payant. Je ne sais plus le prix, ça doit être 10 €, je pense, si je ne me trompe pas. Sur Steam, pour ceux qui connaissent, donc portail de jeux vidéo. Et Penduel, je vais vous montrer ce que c'est. C'est plus facile à montrer. Hop. Je vous partage tout ça. Alors, première démo. Donc, on vous propose donc 3 démos de programme. Et ici, Céline prépare la démonstration de Penduel que j'ai découvert avec toi juste avant. Donc, vous allez voir qu'ici, ce sont des petits outils qui permettent l'initiation, de débuter avec les élèves. Donc, le but du jeu de Penduel, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Il n'y a pas de souci? Alors, je vais voir dans le chat s'il y en a des retours négatifs. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Je pense que oui. Tu peux y aller, Céline. Ok. Donc, en gros, le but de Penduel, ça va être de peindre le rond, mais le plus possible. Pour ça, on a des instructions à gauche. Attention que le timer est bientôt fini, donc ça va. Je vais passer au niveau 2. On a des instructions à gauche et on doit choisir les instructions qui nous semblent les plus efficaces.
pour arriver à peindre le plus et pour avoir le plus de petits points blancs. Donc là, on en a 76 déjà. Et donc ici, je dois réfléchir. Et donc, je suis en vert, hein, moi. Je dois réfléchir et trouver les instructions qui me semblent les plus efficaces pour avancer et pas revenir sur mes pas, etc., etc. Ici, je vais laisser tourner à droite, avance, avance. Ça devrait aller. Voilà. Donc là, il fait ce que je lui ai dit. Et il avance et on avance comme ça. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, je vais recharger la page d'accueil. On peut jouer à 2 joueurs aussi. Alors, on peut jouer à 2 joueurs sur le même ordinateur. Ça, j'en suis sûre et certaine parce que je l'ai testé. Je ne suis pas sûre qu'on sache faire ça en ligne. J'ai pas l'impression. Mais du coup, vous pouvez jouer à 2 joueurs et vous avez aussi une difficulté. Alors, moi, je vous avoue que niveau 1, c'est déjà pas mal. C'est assez sportif. Voilà, j'arrête le partage. Donc, niveau 1, c'est déjà assez sportif, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est un chouette jeu à faire. Moi, j'avais fait ça avec des plus grands, c'était des 18 ans. Et franchement, ils ont super bien accroché. C'est super intéressant. J'espère que tout le monde a bien compris le jeu. Avez-vous des questions? Parce que pour le moment, on a une petite question sur Scratch, mais on y viendra par après. C'est bien sûr un des programmes qu'on nous vous montrerons. Avez-vous des questions sur le jeu que Céline vient de vous montrer ici, là, maintenant? J'attends 2 petites secondes pour les questions, Céline. Autrement, tu peux expliquer encore la suite? Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que tout a été clair. Est-ce que ça fonctionne sur tablette? Je pense que oui, parce que c'est un site web hein, et en HTML5, non? Ça, c'est une petite question qu'on a. Je pense, ouais. Je pense. J'avoue ne pas avoir testé. J'avoue qu'effectivement, dans les écoles, vous êtes plus en tablette. Normalement, ça devrait fonctionner, oui. Peut-être pas en 2 joueurs, par contre, sur tablette. Ça, c'est à voir. Alors, pour tous ceux qui ont un petit problème d'affichage, n'hésitez pas à rafraîchir votre page. Logiquement, ça devrait revenir. Voilà, Céline, je te laisse continuer. Merci. Alors, pour info, Penduel fait partie d'un groupe d'autres jeux. En fait, Toxicode, donc ceux qui ont fait Penduel, ont fait toute une série d'autres jeux qui sont plus pour les plus grands. Donc, on a Computit notamment, mais qui sont super sympas et qui sont aussi gratuits. Donc, voilà. Je pourrais donner le lien aussi après, mais c'est Toxicode, c'est une boîte française. Alors, d'autres, ben voilà, Computit. D'autres logiciels et autres. Computit, donc de nouveau, c'est aussi un jeu de Toxicode. Le but, là, c'est de suivre les instructions qu'on nous donne. Donc, on va avoir des instructions mises comme si on avait un langage de programmation, sauf que c'est en français. Un langage de programmation, normalement, c'est en anglais. Et on doit essayer de les suivre. Alors, au début, c'est pas trop compliqué, puis ça devient vachement compliqué. Donc, il y a 60 niveaux maintenant. Alors, ça a évolué très vite, hein, donc je ne sais pas, mais on était à 60 niveaux il y a quelques semaines encore. C'est vraiment très cool. Plus pour les ados, hein, fin primaire, début secondaire. Mais c'est bien sympa. Spritebox, alors là, pour le coup, il faut faire attention. On est sur un jeu, donc une application. Mais c'est un jeu qui joue sur les codes du jeu vidéo. Donc, si on n'est pas adepte des codes du jeu vidéo, qu'on ne sait pas en plus l'anglais, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment une aide, un accompagnement. Mais c'est un chouette jeu aussi. Donc, le but, on est un petit personnage, on avance. Sauf qu'au bout d'un moment, on est bloqué parce qu'on ne sait pas monter. C'est trop haut. Et donc, on va avoir besoin d'aide. Et donc là, il y a un deuxième petit personnage qui vient. Et ce personnage, on va devoir le programmer pour qu'il mette des blocs, qu'il nous rajoute des blocs pour qu'on puisse monter. Voilà. Et donc, on va programmer comme ça. Sauf que tout est en anglais, donc c'est un peu embêtant. Les deux autres, je repasse en grand. Les deux autres propositions pour l'initiation, c'est 2 robots. Alors, c'est 2 types de robots, on va dire. Le premier, que vous connaissez peut-être, c'est celui-ci. Voilà, Timio. Donc, c'est un robot qui vient de Suisse. Voilà. Hop. Qui nous vient de Suisse, qui a donc une grosse partie de son travail, de toutes les ressources en anglais, en français, pardon. Ouh là là.
En français, c'est parce que je lis le slide en même temps, ça ne va plus. En français, c'est un robot pédagogique, c'est vraiment fait pour les écoles. D'ailleurs, il y a énormément d'écoles en France qui travaillent avec. Et il est multiplateforme, hein, donc Linux, tout ce que vous voulez, enfin Mac, a priori, plus Windows en école. C'est un produit, entre guillemets, école numérique. Donc, je sais que pas mal d'écoles en ont eu ces dernières années. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir le découvrir grâce à des modes de démonstration. Et donc, il n'y a pas besoin d'apprendre à programmer tout de suite pour le découvrir. D'ailleurs, moi, je l'utilise des fois en maternelle pour découvrir un petit peu les comportements d'un robot. Et je te laisse parler si tu veux. J'allais réagir justement sur le pack école numérique. Martin nous le précisait que historiquement, je crois qu'il est dans les packs depuis quasi le début, hein, je pense, Timio. Peut-être pas la première fois, mais maintenant depuis un bout de temps, ouais. Oui, tout à fait. Donc, on le retrouve énormément dans les écoles chez nous en région wallonne. Même si maintenant, à partir de cette année, on peut aller vers le robot Spy que tu vas présenter par après, quoi. Voilà, je t'en prie. C'est ça. Et donc, effectivement, le deuxième type de robot, alors là, j'en ai pas à montrer, hein, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien le voir, mais moi aussi, j'aimerais bien. C'est les packs robots Lego Éducation. Alors là, il y en a plusieurs. Celui qui commence à être bien connu, c'est le Spike, c'est le petit nouveau. Déjà parce qu'il est dans les packs une école numérique, hein, c'est le tout nouveau, mais aussi parce qu'il vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Et donc, ces robots, il y en a plusieurs. Alors, pour ceux qui sont adeptes ou qui connaissent de loin la First Lego League, donc c'est un concours de robotique Lego. Là, on travaille avec les Lego Mindstorm ou les Lego WeDo. Donc, les Lego WeDo, c'est pour les petits, début primaire, fin du maternel, suivant les écoles. Et les Mindstorm, on est sur fin du primaire et secondaire. Ça peut être jusque 16-17 ans. Alors, la First Lego League, c'est jusque 16 ans. Mais vous pouvez travailler avec des Lego Mindstorm jusqu'à 18, 19, 20 ans. Enfin, moi, j'en ai 32 et je joue encore avec, donc voilà. Ce sont des robots pédagogiques, c'est la gamme éducation de Lego. Et ils sont depuis peu programmables en Scratch, puisque le nouveau logiciel qui vient avec Spike est en bloc. Alors, comme je dis, programmable en Scratch, vous pouvez programmer de deux façons différentes. Il y a le logiciel Lego qui est la copie à peu de choses près de Scratch. On va revenir à Scratch pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez le logiciel Scratch qui vous permet d'avoir des extensions. Et donc, vous pouvez programmer des robots Lego sur Scratch. Et donc, c'est pour moi, ces 4 propositions, même si c'est d'autres idées, hein, ben pour moi, c'est des idées qui me plaisent tout autant, puisque ici, Timio, pour ceux qui me connaissent, ben, c'est quelque chose que j'utilise très souvent et dont j'aime bien faire la promo, parce que ben, c'est pas souvent qu'on a un outil francophone avec toutes les ressources francophones disponibles. Alors, à Ludovia, vous aviez même créé toute une table avec des défis à réaliser avec les robots Timio. Donc, il y a moyen vraiment d'avoir des activités très, très créatives et qui sollicitent énormément la réflexion. Alors, on a une petite question de Thierry. Il m'avait déjà posé la question il y a quelques temps et j'avais pas su lui répondre. Est-ce que les Timio, on sait bien les programmer avec des tablettes? Généralement, on l'utilise avec des PC, mais est-ce qu'on peut le programmer avec des tablettes et comment faire si jamais ça fonctionne, Céline? Alors, la réponse va être un peu décevante. Oui et non. Alors, oui, on sait programmer parce que je pense que l'application qui existe, qui est l'application VPL, existe toujours sur tablette. Mais non, parce que cette application est en train de délaisser depuis la nouvelle sortie du logiciel, de la Timio Suite. Et donc, elle est plus mise à jour. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle va être vétuste, je suppose, et que ça va devenir compliqué de programmer avec. Voilà. D'accord, donc ça va être compliqué. C'est ça la réponse. On a des questions sur d'autres. Voilà, vas-y, je t'en prie. Pour le moment, on sait. Mais il ne développe pas la possibilité de le faire, tu ne sais pas ça. Au-delà, non. Ils ne disent pas. Alors, on a une question de Marc qui demande Céline, que penses-tu des robots M-Bot et des Sphéro? Parce que on sait bien que tu aimes bien les Timio, mais tu connais les autres robots aussi. Et qu'en penses-tu? Alors, Sphero, j'ai jamais testé, mais j'ai vu quelques trucs. Moi, personnellement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Je trouve qu'ils sont bien,
mais c'est cher pour ce que c'est. Dans le même style, moi, je serais plus dans le style Ozobot. De nouveau, j'ai pas essayé plus que ça, mais Ozobot, on m'a montré, j'ai pu voir un petit peu, hein, et à la base, j'étais pas plus intéressée que ça. Et merci Anne qui doit être dans le chat aussi. Grâce à toi, j'ai revu mon jugement et Ozobot, par rapport à Sphero, je trouve que c'est mieux. Pour ce qui est de Mbot, alors Mbot, pour le moment, je sais que MakeBlock refait toute sa gamme et que les Mbots sont pas, de ce que moi j'en sais et de ce que j'ai pu remarquer, sont pas leur priorité parce qu'ils sont en train de refaire tout leur robot un peu plus design. Et du coup, je me demande dans quelle mesure ça va pas un petit peu être mis sur le côté et disparaître. Après, moi, je les aime bien. D'ailleurs, j'en ai plusieurs ici. Je les aime bien parce que on peut les monter soi-même, que la programmation est différente. On peut faire avec des blocs, il y a des applications, enfin, il y a pas mal de choses. Et qui tiennent, hein, parce que c'est aussi assez, c'est du matériau assez costaud. Voilà. Alors, on a encore une question j'aime sur un bien, autre... mais Ah, pardon. On a une question sur un autre des non, robots. vas-y. Connais-tu le robot Photon? Moi, je ne le connais pas. As-tu ton avis sur ce robot-là? C'est une question de Alors, Laurent. Ça ne te dit de rien? nom, ça me dit quelque chose, mais voilà, Pas comme ça. effectivement. Alors, pour le coup, j'ai remarqué lors de certaines formations que, en fait, il existe maintenant des dizaines de robots en tout genre. Alors, des robots qu'on trouve un peu partout dans le commerce, des robots qu'on ne trouve pas dans le commerce. Moi, je conseille toujours d'essayer de se fier déjà aux packs écoles numériques qui sont basés sur des experts. Hein. Les packs écoles numériques, on ne demande pas à n'importe qui de donner n'importe quoi. Est-ce que Première tu peux chose. en même Deuxième temps chose, de se baser préciser... aussi peut-être. Pardon. Ouais. En même temps, peux-tu préciser ce Vas-y, que c'est que le vas-y. pack école numérique? Parce que quelqu'un se pose la question de ce que c'est que le pack école numérique. Donc, en même temps, est-ce que tu peux expliquer? Alors, École numérique, c'est un projet de la région wallonne qui permet d'équiper les écoles en numérique. Alors, ça peut être des tablettes, des TBI, mais ça peut être aussi des choses plus programmation, comme des robots. Il y a aussi des PC, il y a des serveurs. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, on peut avoir des packs si on remplit l'appel à projet. Donc, il faut avoir un projet pédagogique derrière. Hein. C'est pas je veux du matériel, je fais un formulaire. Il faut un projet pédagogique qui justifie ce matériel. Et donc, si on remplit cet appel à projet et qu'on est sélectionné, on reçoit un nombre de points qui nous permet après de prendre le matériel qu'on a sollicité dans le projet, quoi. Donc, Et qu'on pourrait voilà. exploiter en classe. Donc, Et reviens peut-être donc, sur les robots. c'est ça. Vas-y. Et donc, effectivement, la première chose, regardez à École numérique ce qu'ils proposent et aussi à des fournisseurs, entre guillemets, éducatifs. Il y a plusieurs fournisseurs. Alors, pas nécessairement acheter chez eux, mais juste voir ce qu'ils proposent et se rendre compte que, oui, pour certains, surtout pour les plus petits, c'est vrai qu'il est intéressant d'aller voir du côté du commerce parce qu'au niveau maternel, il y a pas mal de choses. Fisher-Price notamment, pour ne pas citer de marque, désolé, mais là, pour le coup, c'est une marque qui fait quand même pas mal de petites choses sympas. Il y a quelques marques comme ça qui vont faire des choses pour les plus petits. Mais sinon, d'aller voir les fournisseurs éducation qui, là, proposent des choses adaptées pour les écoles et avec des packs aussi pour les classes. Donc, voilà. Tout à Donc, fait. Parce que Photon, je ne connais pas pour répondre à la question. moi, enfin, tu te rappelles, j'avais une expérience avec le robot Cosmo qui malheureusement n'a plus été mis à jour et qui n'a plus été développé. Et on a même parlé d'un cimetière de robots. Donc malheureusement, il y a des choix qu'il faut faire et les conseils de Céline ici permettent vraiment de faire des choix peut-être plus durables en tout cas. Je t'en prie, je te laisse continuer la présentation. On reviendra s'il y a encore des questions après sur les robots, etc. Mais vas-y Céline, je t'en prie. Ouais, merci. Alors, avant de continuer, je pense qu'il y a un petit truc que j'ai pas montré ou alors je l'ai mis après. Non, je vais attendre et je vous montrerai après. Donc, on va passer à l'entraînement. Alors, l'entraînement au sens large du terme, hein, c'est quand on a découvert en quelques minutes, quelques heures, qu'est-ce qu'on peut faire après.
pour les petits, pour les grands aussi. Donc là, vous avez déjà un petit aperçu de ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, de nouveau, le plus créatif. Alors, je vais laisser 3 secondes pour que les gens tiltent un petit peu ce que c'est. Mais le plus créatif, c'est du pixel art. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient trouvé dans le chat. Il y en a qui avaient déjà en 3 trouvé. secondes et demie. Ouais, c'était 3 petites secondes. Hein. Donc, oui, bon, on va pas passer 1 heure à réfléchir à la part de pizza pixelisée. Donc, le pixel art, donc on peut faire du pixel art en ligne avec des logiciels. Il existe un logiciel qui s'appelle Pixelapp qui permet de télécharger aussi. Et je pense disponible sur navigateur avec une tablette. Il n'y a pas l'application tablette, par contre, de ce logiciel. Par contre, je sais qu'il existe 15 000 autres applications tablettes en pixel art. Hein, donc, il faut tester. Moi, j'en ai déjà testé quelques-unes, plus ou moins convaincantes. Et puis, on a la partie déconnexion. Donc là, c'est la computer science unplugged. Donc, de nouveau, des activités déconnectées. C'est tout un panel d'activités. Alors, il y a 300 pages d'activités, clés sur porte, avec tout le matériel nécessaire pour faire des activités déconnectées en sciences informatiques. Donc, ça va du code binaire aux algorithmes de tri, etc., etc. C'est expliqué à chaque fois. Hein. Là, je parle chinois peut-être pour certains et certaines, mais c'est expliqué dans le document. Et donc, c'est un PDF qui a été traduit par l'association Interstice, qui est française, et du coup, vous avez ce PDF. Et alors, pour revenir sur le pixel art, je disais effectivement qu'on sait faire du connecté, mais on sait faire du déconnecté. Pour ceux qui se souviennent ou qui en font encore comme moi des dessins codés, alors, hop, voilà, des dessins codés, voilà. Je colorie très bien, comme vous le voyez. Pour ceux qui se souviennent, c'est une forme de pixel art. Alors, plus ou moins, hein, on est d'accord. Mais on peut faire du pixel art. Il existe des petits manuels de pixel art. On peut aussi faire des petits jeux autour de ça sans problème. Et c'est assez sympa à faire. Et donc, c'est un petit plus créatif qui va notamment venir égayer Scratch. Mais on en parlera après. Et donc, voilà, on en parlera après, on en parle maintenant. Voilà pour moi les logiciels / robots que je trouve incontournables pour l'entraînement. Alors, comme je dis, pour l'entraînement de base, mais l'entraînement aussi pour aller très loin. Les logiciels que je vous montre, dont je vous parle là, c'est des logiciels et des outils où on peut aller très très loin. Alors, je vais parler des autres, je parlerai de Scratch après. Scratch Junior, c'est l'équivalent de Scratch, mais avec des pictogrammes, donc c'est pour les petits. Alors, il y a l'application, il y a aussi un logiciel, le logiciel bureau qui est disponible aussi. Donc, ceux qui auraient des PC dans les écoles, vous pouvez mettre Scratch Junior sur PC et Mac. Donc, ça, c'est bien, en tout cas pour ceux qui ont des Mac. C'est une application, c'est un pictogramme. Alors, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins complexe que Scratch, mais c'est accessible du coup en maternelle et début primaire. Ça évite de travailler tout ce qui est lecture. Ça permet de travailler beaucoup la créativité parce qu'on sait enregistrer les voix. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Moi, quand je fais ça avec les plus petits, très vite, on est dans des petites scénettes qu'ils créent et où ils s'enregistrent et ils font des dialogues. Et donc, au niveau créativité, ça peut aller très loin. Microbit, ou microbyte, si on veut le dire en bon anglais, c'est une carte programmable. Alors, la voici. Et cette carte programmable, on va pouvoir en faire plein de choses. Alors ici, par exemple, j'ai fait un dé. Donc, si je la secoue, à chaque fois, on va avoir un chiffre différent. C'est des chiffres aléatoires de 1 à 6. Alors, ce sont des cartes qu'on retrouve aussi dans le pack école numérique. Hein. Oui. Ces petites cartes, comme on voit, hein, il y a des trous, il y a des boutons,
Et donc, tout ça va permettre de travailler. Donc ici, les trous, hein, toute la bande jaune va permettre de rajouter des pinces crocodiles et on va pouvoir brancher un petit, pour faire du son, un petit truc audio. On va pouvoir brancher des capteurs, on va pouvoir brancher plein de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à des petits projets de robots ou comment donner de l'eau à des plantes quand elles sont assoiffées, par exemple. Ou Kevin nous dit une Et machine de à nouveau, savon, par exemple. Ou une machine à savon, par exemple. Merci, Kevin. Il y en a qui suivent beaucoup de live ces derniers jours, je trouve. Donc ça, pour donner le petit exemple, c'est un exemple de projet qui a été fait par Technobel à Sydney, ici en live lundi. Donc l'idée, c'était d'arriver à faire une machine à savon grâce à des microbits pour pousser sur le présentoir à savon pour recevoir du savon, pour pas le toucher en fait. Et donc, grâce à des microbits, on a réussi à faire ça. Enfin, Anthony a réussi à faire ça. Alors, la force de ces cartes, c'est vraiment de donner vie à des projets des enfants, hein. Le dé que Céline vous a présenté, moi, par exemple, je le fais avec des élèves en cycle 5-8. À partir du moment où il y a un lecteur, il y a moyen déjà de le faire avec les plus petits. Donc, et ces cartes ne coûtent vraiment pas très cher, hein, Céline. Non, on est entre 15 et 20 euros grand max. Si on veut acheter du matériel qui va un peu plus avec, etc., pour faire des petits projets, certaines dans le chat connaissent et vont peut-être donner un petit peu les tarifs qu'ils ont eu, mais avec le matos, on est à moins de 100 euros pour des projets bien costauds déjà. Et quand je dis moins de 100 euros, on peut être vraiment encore moins que ça si on fait des projets avec de la récup, quoi. Voilà. Super. Je sais que Jessica Dejas, de nouveau, elle a fait des projets avec tout de la récup, quoi. Donc voilà. Alors, on va passer à Scratch, effectivement. Je vais vous montrer en direct live ce que nous pouvons faire avec Scratch. Alors, en sachant qu'il y a déjà des questions alors que tu n'as encore rien montré, Céline. Donc, je t'en prie. Alors, ça va, on voit toujours bien, tout le monde voit bien? Là, pour le moment, j'ai pas encore ton écran. Non, on ne l'a pas. Tu l'as déjà partagé? Non. Voilà, ça arrive. C'est bon? Moi, je le vois. Voilà. J'espère que le public le voit. Vous avez eu des petits problèmes. On a eu des difficultés avec le partage d'écran tout à l'heure. Voilà, les gens le voient. Je t'en prie, Céline, vas-y. Ok, donc ici nous sommes, alors je vais revenir précisément sur la page d'accueil de Scratch. Nous sommes sur la page d'accueil de Scratch où nous avons plein de projets déjà à l'affiche face à nous. Alors, on voit déjà beaucoup de mots en anglais. Il faut savoir que Scratch est un logiciel qui a été développé par le MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis. Donc, c'est principalement anglo-saxon, même si ça se développe de plus en plus ici en Europe et surtout dans le monde francophone. Pourquoi ça se développe? Tout simplement parce que c'est gratuit et c'est open source. Donc, franchement, et c'est surtout, en plus, accessible aux plus jeunes. C'est vraiment un logiciel qui a été fait pour. Et donc, il y a aussi beaucoup moins de risques d'avoir des soucis, etc., par rapport à tout ce qu'on connaît sur les réseaux, etc., etc. On va éviter d'en parler ici. Donc, voilà cette page. Alors, déjà, il faut savoir que si vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas besoin de devenir programmeur professionnel pour vous y mettre. Sachez que moi, je ne le suis pas. Si vous allez ici dans idées, voilà, vous allez avoir des tutoriels. Alors déjà, il y a un tutoriel de prise en main, mais aussi plein de petits projets à faire qui sont en français à chaque fois et qui sont étape par étape. Donc, vraiment bien fait. Et donc ici, si vous prenez télécharger le PDF, vous allez avoir le PDF du projet. Vous avez aussi le didacticiel. Le guide pour enseignants, par contre, est en anglais, donc je vous le déconseille parce qu'en plus, il n'est pas exceptionnel. Donc voilà, maintenant, vous pouvez aller y jeter un œil sans problème. Donc ça, c'est une première porte d'entrée, très facile d'accès. Ces cartes sont aussi, je le dis parce que je trouve un petit peu un attrape-nigo, sont disponibles en fait en coffret dans un célèbre éditeur que je ne citerai pas,
ils font payer 25 € alors que c'est gratuit en fait puisque c'est ici. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez, mais moi je me suis fait avoir, hein, donc je vais me taire pour ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Du coup, si je vais dans créer, ici, je vais arriver. Donc là, ça crée, ça charge toutes les extensions, etc. Ça crée mon projet. Et on va pouvoir commencer à créer un projet. OK ? Alors, comme ils savent que je suis pas débutante, ils m'ont pas mis le petit tutoriel ici en dessous, mais normalement, vous avez un petit tutoriel que vous pouvez suivre aussi. Comment ça fonctionne? Donc, je vous disais avec des blocs. Si je déplace ce bloc ici, bleu, alors vous voyez les blocs de couleurs là. On est sur des couleurs différentes selon des catégories. Donc, tous les blocs bleus, ça va être tout ce qui est mouvement. Et donc, ici, j'ai pris un bloc de mouvement qui s'appelle avancée de 10 pas. Alors, 10 pas, c'est 10 pixels. Si je clique dessus, on voit mon petit bonhomme qui avance. N'hésite pas à zoomer, hein, Céline, si tu veux bien. Comme ça, comme on peut le faire, autant en profiter. Voilà. Hop, je le fais encore un peu. Voilà, comme ça, tout le monde voit normalement. Parfait. Donc, voilà, ici, je clique dessus, mon bonhomme, il avance. Bon, on est d'accord que si c'est pour arriver à faire ça, c'est pas terrible. Donc, on va essayer d'agrémenter ça par un petit événement. Comme dans les jeux de société, quand on débute un jeu de société, d'habitude, il y a un événement déclencheur, hein, le premier jet de dés, par exemple. Et du coup, ben, ici, notre premier jet de dés, c'est le drapeau vert cliqué. Donc, si je clique maintenant sur le drapeau vert ici au-dessus, on va voir tout de suite que mon bonhomme avance. Bon, par contre, t'es mignonne, Céline, mais ça fait toujours quelque chose de pas terrible. Hein, donc, voilà. Du coup, maintenant, je vais rajouter quelque chose qui va permettre d'automatiser son déplacement. Je vais mettre une boucle, un répéter indéfiniment, qui va me permettre de répéter ceci. Et comme vous voyez, hein, mon bloc avancé de 10 pas, il est dans mon bloc répété. Si maintenant j'appuie sur le bouton vert, mon petit chat, il avance tout seul. 10 pas, mais 10 pas continu, donc en fait, il avance tout seul. Bon, par contre, se prendre le mur, c'est pas terrible. Donc, je vais retourner dans le mouvement et je vais aller chercher un petit bloc qui s'appelle rebondir si le bord est atteint, que je mets dans le répéter indéfiniment pour qu'il avance de 10 pas indéfiniment et quand il est sur le bord ou au bord, il rebondisse. Alors, je vois encore un petit souci à mon programme là, c'est que mon programme, mon petit chat là, quand il rebondit la tête en l'air quoi. Donc je sais pas vous, mais moi quand je me prends un mur, je me retrouve pas à faire le poirier quoi. Donc on va juste faire un dernier petit changement. On va aller dire au début de notre programme que notre sens de rotation, c'est gauche-droite. Alors ici, je vais arrêter le programme. Je vais le redémarrer. Et mon petit chat, il fait le sentinelle autour sur le plan. Alors, ce que je vous ai fait là, c'est un petit projet vite fait. Mais c'est un projet qui permet de découvrir une partie des différentes catégories, de comprendre aussi qu'on fonctionne comme un puzzle, de comprendre qu'on doit donner des instructions pour que notre chat bouge ou que nos personnages bougent, puisqu'en fait, on pourrait avoir plein de personnages ici à droite en bas, et qu'on peut faire plein de choses avec. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, peut-être, oui, si tu as. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà maintenant. On avait une question de Thibaut tout au début du webinaire qui nous demandait, je ne sais pas si, enfin, on va préciser sa question, hein, mais que faut-il pour faire un décor, un personnage comme le chat de Scratch? Alors peut-être tu peux déjà nous montrer comment on peut aller chercher un autre personnage, un autre décor, et peut-être montrer qu'il y a la possibilité aussi de créer ses propres décors. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Scratch, c'est le moment de les poser. Je vous en prie, on va déjà répondre à celle-ci, la question de Thibaut, et puis on répondra à toutes les autres. Alors, je vais vous montrer donc pour les personnages en premier lieu. Comment on fait pour rajouter des personnages? Ici en bas, vous allez avoir la photo du petit chat, enfin le pictogramme du petit chat. Et quand je passe dessus, donc je ne clique pas dessus, j'ai une barre qui s'ouvre. Alors cette barre me donne plein de possibilités. La première possibilité tout au-dessus,
c'est importer un sprite. Donc là, quand on a des créations ou qu'on a une photo, on peut aller chercher notre photo, notre création ici. Donc si je clique dessus, alors ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, j'ai mon document, mes documents qui sont ouverts. Hop, Non, on ne le je voit pas, mais prends. c'est pas grave. Voilà, donc là, on voit par contre importing normalement, et on voit ma tête. Est-ce que tout le monde voit ma tête maintenant? Oui, on voit ta tête. En fait, tu as été chercher une photo dans tes documents, comme avec n'importe quel programme, hein. C'est ça. C'est strictement la même chose que si j'avais été chercher dans Word ou quoi que ce soit. On importe quelque chose dans le document. Et donc, on voit que j'ai un nouveau sprite ici en dessous, à côté de mon chat. Et quand il est sélectionné, donc là, j'ai sélectionné ma photo, on voit qu'ici, dans la partie programmation, j'ai rien, parce que j'ai pas encore donné d'instruction à mon personnage. Alors, je vais l'enlever parce que ça prend beaucoup de place. Donc, il y a la petite poubelle pour l'enlever, c'est pas très compliqué. Si je reviens sur mon petit chat, j'ai aussi surprise. Alors, surprise, c'est en fait le programme qui vous met aléatoirement dans la bibliothèque, par la bibliothèque de Scratch, un personnage. Alors, ça peut être n'importe quoi. Donc, si je clique sur surprise, voilà, là, j'ai Nano. Mais en fait, je pourrais cliquer sur surprise et tomber sur une cuillère, hein. Donc ici, si je refais, bon, j'ai Ruby. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai que des personnages, mais ça m'arrive d'avoir des lettres aussi. Mais on a justement Valérie qui nous dit que c'est une manière de travailler le schéma narratif. Le fait d'aller chercher des choses en surprise va solliciter peut-être la créativité de l'enfant et il va devoir imaginer une histoire justement avec cette partie un peu surprise, quoi. Bien sûr. Alors moi, je le fais de temps en temps aussi quand je suis en formation ou en animation pour changer un petit peu. Au lieu d'avoir moi mes trucs prédéfinis, je fais surprise. Alors bon, j'enlève les sprites qui m'intéressent moins, hein, si je clique. Bon là, j'ai pas de chance, je peux pas vous montrer le truc, mais T'as pas de chance parce que je t'as veux beaucoup de pas chance. Voilà, ici par exemple. Oui, c'est ça. Ici, par exemple, j'ai une robe. Alors, si je devais faire un truc avec une robe sans le personnage, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là, ça peut être l'exemple, par exemple, de trucs pas top, quoi. Voilà. Donc ça, c'est surprise. On a aussi peindre. Donc peindre, on peut créer en fait son personnage. Donc si je clique dessus, on va avoir un blanc et on va pouvoir ici à gauche créer son personnage. Personnellement, je ne le conseille pas parce que l'outil graphique de Scratch n'est pas top. Mais c'est mon avis. Maintenant, ça peut être utile pour Chacun fait ce modifier qu'il un personnage. Oui. Par exemple, si je mets Scratch ici et que je prends le pot de peinture en mauve, hop, hop, et hop. On a Mon un petit beau chat, il chameau. est mauve maintenant. Voilà. Ça n'existe pas, mais voilà. J'ai un chat mauve. Alors, dernière possibilité, la petite La petite loupe. recherche, la petite loupe, voilà. Ou cliquer directement sur le petit chat. Et là, ça nous amène à toute la bibliothèque de Scratch avec les catégories à chaque fois. Donc, il y a les lettres si on veut faire des prénoms. Il y a tout ce qui est mode, nourriture, sport. Alors, ils n'ont pas oublié les handis, donc ça, c'est bien. Il y a quand même des choses pour tout ce qui est handicapé. La musique, tout ce qui est danse. Bon, les danseurs, je les trouve un peu bizarres, mais chacun ses choix, encore une fois. Fantasy, il y a des chouettes choses en fantasy. Il y a des magiciens, voilà, il y a des chouettes choses, moi j'aime bien. Des centaures, il y a Alors, Frankenstein. on n'aura pas le temps de tout montrer, mais on a quelques questions, Céline. Donc peut-être montrer quand même comment on met le décor, comme ça répond aussi à la question de départ, donc le sprite et le décor. Et donc, le décor, on va avoir le même principe, mais juste à côté. Donc, on a un petit pictogramme d'arrière-plan. Et donc, de nouveau, on a la possibilité d'importer un arrière-plan, de faire surprise. Si je clique sur surprise, voilà. Ils sont dans la rue face à un mur tagué. Et donc on a déjà une première question ici. A...
tu as montré qu'on savait animer un personnage, mais on peut les animer tous, au fait, et créer une vraie animation. Là, tu as du code pour ton Ouais. sprite 1 qui est le chat de Scratch, mais tu pourrais très bien animer un deuxième personnage. Oui. Et d'ailleurs, ici, si je vous montre, et là, je vais peut-être passer au projet, un projet que j'ai déjà réalisé. Donc ici, vous voyez un petit dinosaure en bas de l'écran, enfin, à droite dans l'écran de jeu. On voit un petit dinosaure, on voit des étoiles, un ballon et un petit gobo, ça s'appelle comme ça. Et en fait, le petit dinosaure, c'est le joueur. Et il est programmé, donc ici, je suis dessus, donc la programmation, tout ce qu'on voit ici dans la programmation, c'est toute la programmation du dinosaure. Si je vais sur le petit gobo, ça, c'est la programmation du petit gobo. On lui donne des instructions pour qu'il aille à certains endroits du jeu. L'étoile, pareil. On a des instructions. On a des instructions aussi pour le ballon. Et donc, si je reviens sur mon petit dinosaure et que je démarre le jeu, si maintenant j'appuie sur mes flèches, donc là j'appuie sur la flèche droite, on voit dans ma programmation que j'appuie sur la flèche droite. Parce que ça se met en Ça s'éclaire en surlignement jaune. jaune, jaune, jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ici, si je monte, alors maintenant je vais faire quelque chose. Hop, j'ai touché le mur, et ben je me retrouve au début et je dois recommencer. Alors c'est là qu'on voit que c'est Donc quand ça, même c'est un petit jeu qu'on peut faire. c'est un outil très puissant qui permet de solliciter la créativité des enfants avec la logique mathématique. Ça développe énormément de compétences. On va travailler les coordonnées sur le plan, on va travailler la spatialité, on va travailler le français, puisqu'il faut dire en français ce qu'on veut faire avant de le programmer. La plupart du temps, quand il y a des bugs et que j'essaye de demander aux gens, petits, grands, moyens, tout ce que vous voulez, tiens, qu'est-ce que tu as voulu faire? Eh bien, on n'arrive pas à me le formaliser en français. Et donc, voilà, il va avoir des maths, il va avoir des sciences, puisqu'on peut faire des sciences aussi. Voilà, on va travailler pas mal de Alors, thématiques. au niveau des personnages, on peut les faire parler de deux façons différentes. Tu peux les faire parler visuellement, mais tu peux enregistrer aussi ta voix. On peut peut-être juste montrer cette dernière manipulation, puis il y aura encore deux, trois petites questions. Donc, si ça Alors, va pour toi, pour faire Céline. parler visuellement, on va ici avoir l'apparence. Hein. Donc ici, je suis dans apparence. Alors, je vais peut-être juste me remettre ici, voilà. Je me remets là parce que comme ça, je bousille pas tout mon projet. Hein. Donc, dans apparence, vous avez la possibilité de dire des choses. Alors, vous avez vu dire bonjour pendant quelques secondes ou dire bonjour tout court. Moi, j'ai tendance à mettre celle-ci, dire bonjour pendant 2 secondes, parce que ça permet, selon le message qu'on va mettre, de changer le nombre de secondes et de voir un petit peu, bah tiens, quand on dit bonjour, est-ce que si je mets 5 secondes, c'est pas trop? Bah, d'ailleurs, on peut tester. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Bon, hein, dire bonjour pendant 5 secondes, c'est un peu sport. Hein. Donc, si je remets pas en 2 secondes, on voit que là, on a le temps de lire le bonjour, mais sans pour autant que ça prenne 3 plombes Et on pour le pourrait voir dire alors simplement. les nombres décimaux en même temps pour justement encore Ouais. réduire. Hop. Alors, c'est des points, c'est pas des virgules, hein, mais on peut effectivement, ici, si je veux mettre 1 seconde et demie parce que je trouve que c'est mieux, voilà, j'ai mis 1 seconde et demie, c'est déjà un peu mieux. Ça peut servir notamment les nombres décimaux quand on doit faire pause dans notre code. Au lieu de mettre 1 seconde, on met 0,25 ou 0,5. Ça va faire une pause dans le programme, mais ça va pas être une pause énorme et ça va permettre de débugger le programme. On peut aussi effectivement, dans son, aller créer des sons et les faire jouer. Et donc, en fait, ici au-dessus, donc vous avez 3 petits onglets, code, costume et son. Costume, on a vu. Son, eh bien, c'est tout simplement s'enregistrer. Alors, je ne vais pas le faire parce que je n'aime pas m'enregistrer. Mais on peut facilement Mais s'enregistrer. c'est tout. Oui, c'est très très simple et on peut bien s'éclater avec sans problème.
Par contre, je donne quand même un petit J'ai une conseil dernière. je donne un petit conseil si vous travaillez avec les sons, prévoyez des casques parce que vous allez entendre miaou dans la classe des centaines de fois et on a vite mal la tête en tant qu'enseignant. Voilà, c'est un tout petit conseil. Je te laisse terminer et puis je reviens vers toi vers 2-3 questions sur Scratch, donc ne quitte pas Scratch, comme ça je peux te poser les questions. Alors, pour le son, justement, je précise, et là, je confirme ce que tu dis, et je vais même plus loin. Dès que vous utilisez Scratch, alors avec des adultes ou des enfants, je m'en fous que c'est avec des enfants ou des adultes, sincèrement, prévoyez des casques. Parce qu'en fait, même les adultes, et je pense que certains dans le chat rigolent déjà parce qu'ils savent que l'expérience, voilà, les adultes aussi vont avoir tendance à faire miaou, miaou, miaou dans tous les sens. Et donc, en fait, ça devient vite embêtant. Moi, personnellement, je n'en peux plus de ce son miaou. Voilà, voilà. J'essaye de ne pas tuer des gens quand j'ai ça. Voilà. Sinon, oui, sinon, si vous voulez de la musique, vous pouvez aussi donc télécharger des fichiers musicaux. Et vous avez une extension, donc ici tout en bas à gauche, un petit plus. Si je vais dans le petit plus, en fait, j'ai différentes extensions. Alors, je vous parlais des Lego. Ben voilà, vous avez les Lego là en dessous. Vous avez Microbit, vous avez Makey. Tout à l'heure, je vous disais Makey, on peut l'utiliser pour juste tester des choses. Ben, en fait, avec Scratch, vous pouvez jouer à des petits jeux Scratch avec Makey. Et comme ça, on introduit Scratch sans pour autant faire de la programmation. Voilà. On peut faire de la traduction, de la synthèse vocale, mais on a aussi musique et stylo. Alors, je vais prendre musique, comme ça vous voyez quand même. Donc, c'est un bloc qui se rajoute ici à gauche dans les catégories de blocs. Et vous avez la possibilité d'avoir des instruments de musique, des notes, etc. Donc, on peut travailler aussi tout ce qui est programmation MIDI, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Il y a énormément d'enseignants qui utilisent Scratch pour faire des projets vraiment artistiques, avec une qualité sonore et ce genre de choses. C'est vraiment impressionnant. Alors ici, Céline, je te propose deux choses. De ne pas fermer ton partage d'écran jusqu'à la fin parce que je pense que ça a créé un petit problème tout à l'heure. Et ici, maintenant, je te propose quelques questions. Donc, on a des questions sur Scratch, sur son utilisation un peu plus générale. On a Mélanie qui demande est-ce qu'il faut créer d'office un compte pour chaque enfant quand on utilise Scratch? Ici, on a vu que tu étais connecté avec ton propre compte. Mais que conseilles-tu pour les enseignants qui veulent l'utiliser en classe? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on se casse vraiment pas la tête quand on a la possibilité, on met une version téléchargée de Scratch en ligne sur le bureau, sur l'ordinateur, puisque du coup on sait, on a un logiciel Scratch, voilà. Comme ça là, on se casse vraiment pas la tête. Il n'y a pas besoin de créer des comptes ni rien. Moi personnellement, alors c'est principalement en extrascolaire que j'utilise Scratch. Je leur propose de faire un compte pour une raison très simple. C'est qu'en fait, les gamins, quand ils commencent à découvrir Scratch et qu'ils ont la possibilité en extrascolaire, c'est-à-dire à la maison ou chez des copains ou dans des stages, etc., de continuer des projets et de faire des projets eux-mêmes, ils le font. Et donc, s'ils n'ont pas de compte, ils doivent en créer un à la maison. Alors, c'est pas très grave, globalement, ils pourraient. Mais du coup, ça implique que ils l'ont découvert à l'école, ça fait 10 cours qu'ils l'utilisent à l'école, mais un beau jour, ils doivent quand même se casser la tête tout seuls ou avec papa-maman à créer un compte. Ça peut être aussi un choix. Ce que nous, on fait de temps en temps en stage, c'est de leur demander de les créer à la maison et de venir avec les identifiants et les mots de passe Déjà prêt. en stage. Et comme ça, voilà, déjà prêt. Comme ça, les enseignants, les parents ont vu comment ça se passait, etc., savent sur quoi ils ont inscrit leur enfant, et puis, nous, on peut commencer. Voilà. Maintenant, ça leur permet aussi de créer leur projet à la maison, venir les montrer, gérer un compte. Donc, ça a des petits avantages et c'est pas complexe, la création de compte sur Scratch. Alors, si l'enfant le fait tout seul, ça prend un certain temps. Si l'enfant le fait tout seul ou qu'on est tout près, ça prend 10, 15 minutes, des fois un peu plus, suivant les âges. Si on le fait avec lui et qu'on a vraiment la possibilité de le faire avec lui, 5 minutes, même pas. Alors, Anne réagit en disant qu'elle a fait un compte pour la classe aussi. C'est une possibilité aussi de créer un compte pour toute la classe qui a des avantages et des inconvénients aussi. Voilà.
Il y a plein de solutions. Hein. Il y a plein de aussi solutions. cette possibilité-là. Mais voilà, moi personnellement, comme j'ai une pratique très extrascolaire par rapport à ces logiciels, pour aller loin en tout cas dans les projets, voilà, je préfère qu'ils aient chacun leur compte, quoi. Alors, tu as répondu à une autre question en même temps. Tu vois, c'est magnifique ça quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait le faire sans Internet et tu as précisé qu'il y avait une version offline de Scratch qui permet justement d'utiliser Scratch sans Internet. Donc voilà, on y a Et alors, répondu. je Alors, réponds même plus loin. Il y a possibilité d'utiliser sur tablette via le navigateur. Donc, il n'y a pas d'application Scratch, mais il y a possibilité d'utiliser le navigateur avec tablette. super. Aussi. Alors, on a une question de Marc qui demande si deux élèves peuvent collaborer à distance sur un projet Scratch. Alors, est-ce qu'on peut collaborer en simultané? Est-ce qu'on peut collaborer d'une autre manière? Je te laisse répondre. Alors, pas en simultané, on peut pas. C'est dommage. Après, on peut collaborer. Voilà, moi, ce que je fais souvent quand on fait des événements particuliers, les game jams. Alors, pour expliquer en 3 mots, les game jams, c'est une journée, en tout cas pour les enfants, une journée où ils ont une thématique et ils créent un jeu vidéo. Voilà. Ils sont en équipe, hein, ils sont en équipe de 3-4 et ils ont la thématique, ils doivent créer un jeu vidéo de A à Z avec tout ce qui est graphisme, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est que la première partie de la journée, ils travaillent sur les graphismes et puis ils collaborent pour la programmation. Alors, quand ils sont à deux, moi, ce que je fais d'habitude, c'est un principe de programmation, c'est le peer reviewing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on est deux devant l'écran. Il y en a un qui a la souris. Il y a l'autre qui donne ses remarques. Voilà, ils travaillent en collaboration. Et toutes les 20 minutes, toutes les 10 minutes, on change la personne qui a la souris. Alors moi, je regarde pas nécessairement au nombre de minutes et je les fais pas changer de souris. Par contre, je veille quand même à ce qu'il n'y ait pas une monopolisation d'une part et d'autre. Mais donc, effectivement, on ne sait pas travailler sur le même projet en simultané avec deux ordis différents. Ça, c'est un peu dommage, mais on peut remixer des projets, on peut donner son avis sur des projets, mais voilà. Alors, je ne sais pas comment tu fais parce que normalement, tu ne vois pas les questions, mais tu as déjà répondu en partie à la question suivante, qui était une question de Marc, qui demandait si tu organisais des game jams justement dans les écoles. Donc, tu as expliqué ce que c'était qu'une game jam. Est-ce que toi, tu en organises dans les écoles avec la SBL Codo? Alors, j'en organise pas dans les écoles parce que j'ai jamais eu de demande. Enfin, si, de toi, mais on n'a pas encore mis ça en place. Mais globalement, jamais fait dans les écoles parce que j'ai pas eu de demande, mais avec plaisir. Par contre, on peut le dire qu'on l'a fait avec des enseignants en formation en présentiel dans l'EduLab. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vécu une première fois aussi. C'était super chouette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi à hauteur Ouais, d'enfants, mais avec des adultes. S'il te plaît? Et je pense que Marc était là, Et justement. Marc était là. Et par contre, on a des documents aussi qu'on pourra vous fournir après ça, on n'y a pas pensé, qui sont des documents qui vous permettent d'organiser votre game jam vous-même avec un règlement pour les enfants et ce genre de choses, hein, Céline. Voilà, je propose de Oui, c'est continuer la vrai. présentation parce qu'il nous reste un gros quart d'heure, il nous reste un outil à montrer et à conclure. Donc je te laisse continuer. Ne ferme pas le partage d'écran, on va le laisser en bas. Attends, Donc, du coup, hop. si Ouais, ça va pour voilà. toi. Donc, vous allez avoir une inception de partage d'écran juste à C'est pas côté, grave. du coup. Laissons-le comme ça. Oui, non, c'est bon. Et donc, pour finir dans l'entraînement de ce côté-là, en tout cas dans les essentiels, on a Microsoft MakeCode. Alors, c'est lié à Microbyte, hein, puisque c'est le logiciel qui va permettre de programmer la carte Microbyte. Mais il y a aussi une partie MakeCode Arcade qui permet de créer des jeux d'arcade aussi avec un système de blocs comme Scratch. C'est en anglais et là, je vous renvoie vers les quelques tutoriels de Gaetano Licata, qui est prof et qui a fait quelques tutos sympas ces dernières semaines autour de ça, autour de Microsoft Arcade. Et puis alors, pour t'entraîner, il y a toujours les robots éducatifs, hein, Lego et Timio, bien sûr, puisque Timio et Lego, on peut aller très, très, très loin avec. Et on peut même dire qu'on peut aller jusqu'au dépassement grâce à plein d'outils qui existent en ligne et aussi hors ligne, hein, puisqu'il y a toute une série de bouquins, etc., en tout cas pour Lego. Voilà.
Alors, d'autres logiciels, d'autres outils pour s'entraîner. Tortulogo, donc ça, c'est a priori quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont des réminiscences, puisque Tortulogo, c'est le logiciel que beaucoup d'entre vous ont peut-être utilisé dans les années 70-80, début de 90 peut-être, à l'école. Un langage créé par Seymour Papert, qui est un scientifique et informaticien américain. Pour la petite histoire, Scratch vient de Tortulogo. Donc, le gars qui a créé Scratch, enfin l'équipe qui a créé Scratch, s'est inspiré, voire plus, de Seymour Papert. Ils en parlent très bien dans plein de vidéos. Code Combat, un autre logiciel. Alors là, c'est une plateforme web, hein, donc c'est aussi code du jeu vidéo, puisque on est un petit bonhomme qui doit réussir des missions, comme dans un jeu vidéo, et on doit programmer. Donc c'est un langage pas bloc, c'est un langage textuel. C'est en anglais, mais par contre, les explications, etc., sont en français. Donc c'est un peu l'équivalent de Swift Playground. Et ouais, c'est adapté plus fin du primaire, début du secondaire. Alors, c'est du freemium, donc c'est gratuit. Mais vous avez 10-15 heures de jeu, puis après, c'est payant si vous voulez aller plus loin, etc. Mais avec 10-15 heures de jeu, vous pouvez aller déjà très loin avec les enfants. Un Sésame pour les profs, c'est 1, 2, 3 codé. Alors, il y a 2 livres et une plateforme. La plateforme regroupe les mêmes informations que les livres, sauf que les livres, ce sont des livres, donc c'est du papier. Donc, pour ceux qui aiment bien, comme moi, lire et avoir du papier devant eux, ça peut être intéressant. Et là, ça va être toute une série d'activités clés sur porte réalisées par une association française, La Main à la Pâte, pour faire des activités, alors principalement Timio et Scratch. Il y a du déconnecté aussi, et ça va un peu dans tous les sens. C'est du plus simple au plus complexe. Hein. Moi, j'ai tiré quelques trucs de 1, 2, 3 codés. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est que l'introduction, il y a 2 parties. Il y a une introduction autour de l'histoire de l'informatique et aussi une introduction, justement, comme tout à l'heure, par rapport au concept. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de replacer un petit peu le mot code, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Donc ça, j'aime encore bien. Alors, je dois faire une petite chose. Hop, hop, hop. Voilà. Et alors, donc les cours code.org encore pour s'entraîner. Comme je disais, il y a toute la partie cours qui est assez dense et où on peut vraiment faire pas mal de choses. Pour s'entraîner, pour les plus petits, nous avons ceci. La Bibot est l'équivalent Bluebot. Alors, Bluebot, c'est transparent au-dessus et c'est programmable. La Bibot, c'est programmable via les touches ici. Hein. Voilà. Et donc, ces petites abeilles, voilà, toutes mignonnes, si je l'allume, voilà. Oh, ça fait bizarre comme ça. Je vais la mettre comme ça, non? On dirait qu'elle est droguée comme ça. Ces petites abeilles sont disponibles pour les enfants de maternelle surtout, début primaire, mais gros début primaire, hein, pas trop tard, pour les initiés, pour travailler notamment tout ce qui est spatialité. Ça fonctionne super bien et ils adorent. On peut coupler ça avec des tapis de jeu, des quadrillages qui permettent de travailler justement des parcours qu'ils font, etc. C'est juste génial. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ça? Non, c'est tout. Il existe aussi un dernier que j'ai pas mentionné, c'est Cubeto, qui fonctionne aussi donc avec de la programmation. Donc on a un tableau de programmation et on a le robot et on va lui donner des ordres pour qu'il avance. Encore et toujours des choses pour s'entraîner pour les plus grands. On a, alors, ClassCode, c'est pour vous, enseignants. C'est un MOOC, donc un cours en ligne gratuit fait de nouveau en France pour les profs autour de tout ce qui est pensée informatique. Alors, ça va de la créativité avec Scratch au Timio, en passant par créer un projet numérique avec les enfants,
les réseaux, etc., etc. Il y a plein d'activités qui sont montrées en vidéo. Il y a plein de petits trucs de culture générale sur les technologies. C'est juste terrible. Moi, je faisais certains projets en parallèle. J'écoutais la vidéo, je faisais pause, je faisais le projet sur Scratch, etc., etc. J'ai adoré. Et c'est des vidéos très courtes, donc c'est pas trop compliqué de faire 2-3 heures de vidéo une semaine et puis de reprendre 3 mois après, quoi. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé le MOOC en septembre un jour, et puis j'ai repris en décembre, et là, j'ai enchaîné 3 jours de suite, et j'ai fini très vite. Donc ça, c'est terrible si vous voulez faire ça avec vos élèves. Hop. Alors, vous avez Minecraft, alors un jeu vidéo, mais en fait, il y a toute une possibilité de programmer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous renvoie vers la vidéo du webinaire de ma chère collègue Jessica, mais aussi, et là, petite pub de nouveau pour Technobel, vers la vidéo qui a été faite, le live qui a été fait par Technobel sur Minecraft, où il en parle aussi un petit peu. Et puis sur toutes les vidéos qui existent sur la programmation dans Minecraft, il y en a des dizaines. 2 dernières pour les plus grands. On a App Inventor. Donc là, c'est un logiciel pour créer des applications Android gratuit, libre. Par contre, accès via une adresse Gmail. Ça, c'est le plus embêtant. Ils n'ont pas réglé ça. Mais c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on a la partie, on crée son application graphiquement, on va dire, avec des blocs, etc. Et puis, on va les programmer en bloc aussi. Donc, c'est accessible vraiment pour début du secondaire, plus ou moins. Astropy, alors c'est des missions simples autour, à la base de Raspberry Pi, donc c'est un petit ordinateur, Raspberry Pi, mais en fait, ils ont créé tout un parcours qu'on peut faire sans avoir le matériel. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. C'est toutes des missions pour préparer en fait des enfants à réaliser la mission justement Astropy, qui est en fait une sorte de concours de l'Agence spatiale européenne pour envoyer du code, du code qui a été fait pour un but précis à définir dans la classe ou dans le groupe, pour faire tourner sur la Station spatiale internationale. Donc, c'est un concours Astropy à la base pour donner un code Python, en l'occurrence, aux astronautes de la Station spatiale internationale. Et donc, ils ont fait des missions, ils ont fait tout un petit cours d'introduction qui est en anglais, mais qui, avec un accompagnement d'un professeur, est totalement faisable pour les plus jeunes. Et franchement, il est sympa. C'est sympa à faire, Astropy. Ça peut permettre de passer à un niveau supérieur au niveau programmation pour les débuts secondaires, on va dire. Alors, on va passer à la partie dépassement. Alors là, on voit quelques noms de logiciels qui vous disent peut-être quelque chose. Petit clin d'œil à mon collègue Laurent qui est dans le chat. Le maître, tu dépasseras avec le plus créatif Tinkercad qui va permettre 3 choses. La programmation en bloc, de la création 3D, comme on le voit sur la photo, et du prototypage. Donc ça, quand on fait, alors c'est pour les plus grands, ça, quand on fait de l'électronique, on peut, avant de commencer à chipoter à tous les petits composants électroniques, on peut passer par Tinkercad pour faire ces montages, ces simulations. Et alors, une activité déconnectée un peu moins connue, mais que je trouve très intéressante si vous voulez amener un petit plus. Alors, en secondaire, pour le coup, on est sur du 13, 14, 15 ans. C'est Action Média Jeune qui a créé, avec notamment l'Université de Namur, si je ne me trompe pas, dans la peau d'un algorithme qui travaille autour de YouTube et des algorithmes YouTube. C'est une activité de 2-3 heures que j'ai pu voir un petit peu et comprendre, où on va amener les jeunes à se poser des questions autour de l'algorithme et à essayer de définir un algorithme YouTube selon certaines prescriptions, et puis à débattre sur cet algorithme et sur les différents algorithmes trouvés. C'est franchement pas mal.
On va un niveau plus loin, hein, mais franchement, si vous voulez, je vous conseille sincèrement d'aller voir auprès d'Action Média Jeunes. Alors, on est sur quelque chose d'un peu entre les sciences informatiques et l'éducation média, hein, mais je trouve ça intéressant de s'y intéresser. Et surtout, on est en plein dedans. Le maître du débat sera, première partie, Arduino. Donc, il y a des kits Arduino disponibles pour faire de l'électronique avec un document, enfin un bouquin qui vous donne plein de projets à faire, qui explique aussi la loi d'Ohm pour les professeurs de physique, etc., etc. Construct, c'est un logiciel et une plateforme de création de jeux vidéo. Alors, la plateforme est gratuite, enfin c'est gratuit, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de très conséquent, il faut payer, mais c'est gratuit pour faire des petits projets. CoSpace Edu ou CoSpace tout court. Alors là, je ne vais pas trop en parler, mais en gros, on peut programmer pour arriver à faire de la VR, de la réalité virtuelle. Ça, je vous renvoie vers notre cher collègue Laurent, qui justement sort depuis hier, si je ne me trompe pas, oui, hier, des tutoriels autour de ça. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ces tutoriels et de tester. Et donc, via notamment le Merge-Cube, pour ceux qui ont entendu parler, bon, a priori, tout le monde a entendu parler maintenant. Merci Laurent, tu as bien fait la pub du Merge-Cube. Mais donc, n'hésitez pas à aller voir Laurent par rapport à ça. Et le dernier, je ne sais plus, Sonic Pi, ah oui. Donc là, on va passer à la dernière présentation où je vais vous montrer Sonic Pi, qui est un logiciel de programmation de musique. Alors, pas de stress, je vais vous montrer ce que ça donne et vous allez découvrir ça. Hop, donc. Je reviens après toi pour la dernière démo. On aura quelques questions. J'ai bien vu des questions sur App Inventor. On y reviendra par après. Ici, on va faire la petite démo, puis on reviendra aux dernières questions. Alors, programmer pour faire de la musique, c'est quand même quelque chose d'un peu donc là, ici, différent. on a le logiciel. Et donc, en fait, j'ai été codé. Voilà. Céline. J'ai codé tout un petit... N'hésite pas à mettre directement le programme, hein, si tu l'as. La page du programme, est-ce que tu sais l'ouvrir? Alors, on a un petit bug avec Céline. Je vais arrêter le partage d'écran. Céline, est-ce que tu es là avec nous? Mince. Céline, tu nous entends? Donc, on va attendre que Céline se reconnecte. Je suis là avec vous, voilà. Oui, Est-ce que tu sais relancer le partage d'écran? Alors, on va essayer. Quand même, il y a eu un petit bug. Ouais. Alors ici, on va vous montrer, pour terminer, comment programmer. Vous m'entendez là, c'est bon. Tout petit peu de tu musique. me vois, tu oui, m'entends. on t'entend. On t'entend, on te voit. Donc attends, je repartage l'application. Est-ce qu'on voit l'application? Non. Enfin, moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si le public la voit. Peut-être que vous la voyez et que moi, je ne la vois pas. Non. Non. Alors, Céline, ce que je te propose, c'est qu'on va passer cette petite étape-là et on fera une petite capsule vidéo pour le montrer parce que c'est quelque chose qui prenait 2-3 minutes. Donc, on renverra une petite capsule vidéo qui expliquera un peu comment on programme avec Sonic Pi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Céline, est-ce que tu es là avec moi? Oui. Je ferai un petit tuto en fait. Ok, super. C'est bon? Voilà, donc ouais, on va pas prendre trop de risques avec les captures d'écran parce que avec le partage d'écran. Alors, on a une petite question. Alors, est-ce qu'on peut utiliser... Je pense que le PC commence à fatiguer. Alors, on a presque terminé. Normalement, on a terminé, donc on va répondre aux dernières questions et on va conclure. On avait dit 1h30, on a 1h30 là maintenant tout de suite. Est-ce qu'on peut utiliser App Inventor sur iPad? C'est une petite question qu'on nous pose de Nathan. Alors, c'est sur un navigateur, donc a priori... c'est sur navigateur, donc a priori, oui. Parce que c'est pas une application, donc c'est sur navigateur. Par contre, pour tester l'application, comme c'est une application Android, il faut un appareil Android pour tester. Donc ça, il n'y a pas le choix. Super. Voilà. Alors, je vais peut-être vite passer aux 2-3 dernières slides très rapidement.
deux derniers logiciels ici, enfin deux logiciels que je conseille un peu moins, j'ai beau mettre ça en coup de cœur, je suis moins fan. C'est deux logiciels pour créer des jeux vidéo. Et encore d'autres logiciels pour aller plus loin, là. Un créateur de jeux vidéo, un pour de l'animation et un pour des défis autour de langage de programmation. Donc là, on est sur pour les plus grands, clairement. Et pour ceux qui ont encore du temps, vous pouvez aller lire tout ça. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà vu passer. Donc, le premier à apprendre à coder, c'est tout ce qui est programmation déconnectée aussi. Donc, beaucoup d'exercices en déconnecté. Et puis, j'explore le monde numérique. J'en ai pas parlé, mais c'est aussi plein d'activités déconnectées. Voilà. Voilà, super. Hein. Donc, c'était une chouette approche. J'espère que ça a répondu à vos attentes, que ça a répondu à vos questions. Je vois qu'il y a un petit problème pour la réception du PowerPoint ici. Je l'enverrai à tout le monde. On a une dernière question de Nathan qui demande est-ce que Construct, on peut l'utiliser sur iPad aussi? Je pense que Nathan est un utilisateur iPad et demande si Construct, est-ce qu'on peut l'utiliser sur iPad? Alors, de nouveau sur navigateur, ben oui. Maintenant, là pour le coup, Construct, j'aurais tendance à dire n'essayez pas. D'accord. Construct, c'est sur PC. Enfin, dès qu'on essaie de gérer, faire des jeux vidéo, il faut un ordi, quoi. D'accord, ok. Alors, le temps qu'on prépare la conclusion, je vous ai envoyé deux petits sondages. Savoir, ce webinaire m'a donné envie de tester. Je vous ai proposé plusieurs outils, savoir lequel vous a le plus plu dans ce qu'on a expliqué, dans ce qu'on a montré. Ce que vous avez vraiment envie d'essayer avec vos élèves, si vous, dès qu'on pourra le refaire. Et ce webinaire m'a apporté plein de top ressources. Merci Céline, les bases de la programmation, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'appliquer, de tester avec mes élèves, des idées pour créer de chouettes projets. En tout cas, moi Céline, j'ai passé 1 heure et demie à t'écouter avec énormément de plaisir. C'était super complet, super intéressant. Et je te remercie parce qu'on en apprend encore énormément avec toi. Et je te laisse conclure la partie sur la programmation et puis je reviens sur le sondage. Je t'en prie. Petit mot de la fin, peux-tu nous dire ce que toi tu as pensé ou quelques conseils que tu donnerais à nos utilisateurs? Alors, moi, le plus grand conseil que je vous donnerais, c'est de d'oser. C'est pas parce que vous n'y connaissez pas grand-chose ou que vous croyez ne pas connaître grand-chose que vous ne pouvez pas faire de chouettes choses. Alors là, pour le coup, j'espère qu'elle me pardonnera, mais je prends pour exemple une qui est dans le chat qui s'appelle Anne, qui, à chaque fois qu'on se voit, elle me dit « Oh, j'y connais rien, ben non, je suis nulle, je sais pas, etc. » Et ça fait 2 ans maintenant que je bosse avec elle. Donc, elle est prof d'informatique en primaire. Ça fait 2 ans que je bosse avec elle. Et en 2 ans, elle est passée de presque rien en programmation à faire une compétition de First Lego League, à créer des robots, à permettre à tous ses élèves de faire des trucs, mais de fou. Et donc, allez-y, testez. Et même si vous connaissez pas tout, c'est pas grave, faites-le. Pour vous dire, moi non plus, je suis pas programmeuse à la base. Et pourtant, je teste. Voilà. Elle est passée de Padawan à Jedi. Et donc ici, c'est vraiment des conseils. Hein. La programmation, ce sont des petits outils. Vous avez vu avec Scratch. Et d'ailleurs, c'est celui auquel tu as donné le plus envie d'essayer. Donc Scratch à 68%. Les robots Lego, la First Lego League, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais on a parlé quelques fois de Technobel. Ils organisent un super concours de robots Lego qui amène énormément aux élèves. Donc tu as donné envie à Scratch, Timio, d'utiliser Scratch, Timio, Microbit, les robots Lego, Paint Duel. Et ce webinaire m'a apporté plein de top ressources, 67%, les bases de la programmation, 14%. C'est vrai qu'on pourrait aller plus loin et faire une suite vraiment pour élaborer vraiment les bases de la programmation. L'envie d'aller plus loin à 68%, Ouais. l'envie d'appliquer, de tester 45%, des idées pour créer de chouettes projets 57%. Donc voilà, Céline, moi je te remercie encore une fois. Je vous rappelle de remplir la fiche FSE si vous êtes enseignant en région Wallonne, ça nous permet de vous donner la gratuité à ces webinaires. Alors, il y a encore 3 webinaires de programmés. Vendredi, Escape Game. Vous avez déjà plus de 500 personnes à vous être inscrits. Donc, n'hésitez pas, ça va être amusant avec Manuela. La semaine prochaine, nous avons un webinaire sur l'école du dehors, mercredi prochain. Donc, si vous avez envie de découvrir comment fonctionne l'école du dehors et comment la mettre en place. Et la semaine suivante, parce qu'on réduit un peu le rythme, on sait qu'on va retourner un peu à l'école, etc. Donc, on réduit un peu le rythme. On vous propose un webinaire pour choisir un logiciel de TBI avec un autre formateur de l'EduLab, Romain Ascaride. Voilà, c'était un
plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous reviendrez. J'espère que vous continuerez à vous amuser, à apprendre avec nos formateurs qui sont de top qualité. Merci Céline. Petit mot pour la fin, un petit au revoir. Et on termine Merci à là. toi. Ah ben voilà, c'est avec plaisir. J'espère que tout le monde a trouvé son compte et que vous allez pouvoir découvrir plein de choses. C'était le but. Et c'était avec plaisir et à bientôt peut-être. Voilà. À bientôt tout le monde. On vous remercie. À une prochaine.